Alors c'est parti, on va parler des drones, c'est la dernière conférence pour ce salon Secours Expo. Alors déjà merci d'avoir été là. Le thème d'aujourd'hui, drone, faut-il se prendre au jeu? Alors forcément on a été un peu provocateur dans l'intitulé de cette conférence. Évidemment ça n'est pas un jeu, surtout pour vous d'ailleurs, mais on va justement en parler pour comprendre si le drone est vraiment un atout aujourd'hui pour les missions opérationnelles, ou est-ce que c'est un phénomène de mode qui va passer aussi vite qu'il est arrivé. D'autant qu'on sait aussi que la réglementation évolue bien moins vite que les acteurs du secours en termes de drones et à force ça peut être un frein. Est-ce que ce serait peut-être la fin du drone dans quelques temps? Eh bien nous allons le savoir avec nos invités que je vais présenter dans l'ordre de leur placement. Stéphane Morelli, fondateur et directeur général de la société Azure Drone, également vice-président de la Fédération professionnelle du drone civil. À ses côtés, Philippe Chabou, officier de sapeur-pompier professionnel au SDMIS 69 et créateur de différents systèmes de drones secouristes dont il va nous parler tout à l'heure. Et à ses côtés, Joël Bonnemain, technicien de catastrophe et membre de l'équipe logistique du Corps mondial de secours. On peut déjà les applaudir et les remercier pour leur présence. Alors, on va donc commencer par une question un peu impertinente, mais c'est fait exprès, comme ça vous allez pouvoir tout de suite lancer le débat. Le drone dans l'univers du secours, est-ce que c'est un joli fantasme ou est-ce que c'est une réalité concrète aujourd'hui? Qui se lance? Allez, Philippe. Allez, on y va. Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous accueillir ici à Secours Expo. Fantasme ou réalité, pas du tout. Le drone est aujourd'hui un outil fantastique au service des secours. Je peux témoigner ici, dans le cadre de nos missions en secours humanitaire, que le drone nous a permis d'aller depuis le 12 janvier 2010 à Haïti, par la suite au Népal, Philippines, Népal et cette année à Saint-Martin. On a été confronté à l'absence de communication, surtout au Népal, lorsque vous avez une vallée qui est inaccessible, qui est devenue inaccessible par les séismes. Vous avez des populations qui sont en demande, des populations qui sont en urgence absolue. Et effectivement, le drone a permis d'aller, grâce à la visionique d'une manière générale, en clair, avec le décodeur, ça s'appelle des caméras tout simplement. On fait de la thermographie, pour ceux que ça intéresse, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais peu importe. L'idée, c'est d'aller faire des levées de doute, faire de la reconnaissance. Et c'est une mission essentielle qui nous est assignée, nous, les opérationnels, les professionnels du secours. C'est le CGCT, c'est le Code général des collectivités territoriales qui nous assigne la reconnaissance, les sauvetages en priorité. C'est personnes, biens, environnement. Les personnes doivent être très rapidement catégorisées. Les pompiers, les secours doivent très rapidement, excusez-moi, je suis un peu long, je termine, juste, il faut savoir qu'est-ce qui se passe derrière cette montagne, qu'est-ce qui se passe derrière cet immeuble, qu'est-ce qui se passe sur cette voie ferrée, qu'est-ce qui se passe au-delà de ce bloc de rocher qui s'est effondré. Et il faut aller très rapidement catégoriser ça. On appelle ça un élément de reconnaissance et d'évaluation. R, DICA, DACO, DAM, tous ces acronymes pour dire quoi? Pour dire qu'il faut très 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 vite aller voir au-delà de ces obstacles pour très vite porter secours à ces gens qui sont en besoin vitaux. Monsieur Morelli, on sait donc, on a bien compris, la réponse était évidemment c'est une réalité, mais il faut qu'on soit aussi clair et transparent. C'est une réalité compliquée quand même aujourd'hui parce que vous avez beaucoup de freins. Alors comment vous voyez l'état du drone aujourd'hui dans l'univers du secours? On en est où? Alors plus généralement, on peut considérer qu'en fait le drone est un outil, mais c'est vrai que ça a plusieurs formes. La première forme du drone, elle est plutôt militaire. Donc ce n'est pas celle-là qui nous intéresse. Le drone, il est né dans les années... le drone plutôt civil, on va dire, il est né dans les années 2010, un petit peu avant. Il est issu de nos technologies smartphones. Certes, certains smartphones sont maintenant très évolués, comme celui qu'on peut avoir sur cette table.
on a un véritable objet bien identifié, celui-ci, qui sert tant pour le loisir, et je pense qu'il y a en France à peu près 1 million de drones qui ont été vendus à cet effet de loisir. Et puis, on voit arriver maintenant le drone outil, le drone des professionnels. Et donc, au sein de la Fédération professionnelle du drone civil, on suit toutes les évolutions technologiques avec un grand intérêt, et on constate que le marché est très vivant. Le marché, c'est d'abord à peu près 5200 entreprises qui sont déclarées à la Direction générale de l'aviation civile. C'est 10 000 emplois, c'est 9 000 drones professionnels, et c'est un chiffre d'affaires d'environ 200 millions d'euros sur la fin d'année 2017. Donc, il y a de quoi vivre. Il y a une économie du drone civil, et je parle bien du drone civil professionnel. Et il y a aussi maintenant des segments de marché. Et donc, du général au particulier, j'arrive au segment de marché sur la sécurité, sur les secours. Eh bien, malgré tout ce que vient de dire mon voisin, qui est absolument vrai et je dirais complètement vérifié sur le terrain, le segment des drones pour les secours, il est très minoritaire, pour ne pas dire marginal. Parce qu'en fait, ce qui aujourd'hui l'emporte sur le plan économique, c'est plutôt la prise de vue à des fins artistiques, à peu près 50% du marché, la cartographie ou les inspections, alors qui peuvent effectivement prévenir les problèmes et les risques liés, je dirais, les risques et donc aider les secours, mais on est plutôt dans des activités qu'on qualifiera de temps non réel, puisque là les images ne sont pas transmises en live. Et puis on arrive maintenant sur l'agriculture aussi, où il y a beaucoup de pratiques avec les drones maintenant. Et puis on arrive sur ces missions à haute valeur ajoutée qui sont la sécurité, la surveillance, les secours. Et alors j'en terminerai par là pour laisser évidemment parler tout le monde, mais je pense que là, on est à la croisée des chemins où, sur le plan technologique, on a des solutions, mais il faut passer de la solution à l'usage. Et je crois que c'est un peu peut-être l'idée maîtresse qu'on pourrait dégager après cette conférence, c'est que pour passer de cette techno et à un bon usage, il faut expérimenter, il faut se tromper, il faut dépenser. Alors c'est l'industriel qui en parle aussi, hein, je prêche pour ma paroisse, mais c'est vrai. Et c'est là où on verra tout se dégager la véritable plus-value du drone pour les secours. Joël Bonnemain, justement, la plus-value pour le Corps mondial de secours, c'est laquelle alors? Voilà, donc le drone fantasme ou réalité, je crois que le drone, il ne faut surtout pas que ce soit un fantasme. L'objectif pour les équipes de secours d'avoir un drone, c'est à mon sens prendre le problème à l'envers. Et dans dans notre univers, notre ONG qui intervenons sur les catastrophes naturelles à l'international, c'était de partir vraiment de ce qui nous manquait. Quels sont nos besoins qu'on peut arriver à assouvir avec un drone sur le site. Et c'est à partir de ces besoins-là qui ont été identifiés qu'on a dit oui, le drone peut nous aider dans certains cas. Donc dans certains cas, on va en parler tout à l'heure des différents cas. Mais voilà, il faut vraiment que ce soit une réalité, mais une réalité en partant des besoins. À mon sens, c'est ça. Philippe Chabot, alors au tout début, il y a maintenant, je crois, 4-5 ans que j'avais réalisé une interview de vous sur le SPASM, système aéroporté, je ne sais plus exactement, mais depuis, en tout cas, vous avez construit et élaboré plusieurs drones secouristes. Alors, je voulais juste que vous nous en parliez un petit peu. Oui, alors je vais rebondir sur la conférence précédente, sur la résilience sociétale. Il se trouve que je vais rebondir également avec sur votre propos. L'usage est très important. En 1996, il y a eu la catastrophe du Drac, pour ceux qui connaissent la région Rhône-Alpes, Auvergne, pardon. La catastrophe du Drac, c'est une vague submersive, une montée des eaux et des personnes, du public, des enfants, avec le personnel de l'éducation nationale qui était sur les bords. 1996, 2017, aucune résolution de la problématique en termes d'alerte.
Il se trouve que l'alerte des populations, vous en avez largement parlé, n'est-ce pas? Elle fait partie des prérogatives du DOS, du directeur des opérations de secours, qui est le maire sur son emprise, sur son territoire, ou le préfet, dès que ça dépasse une commune. Il se trouve que l'alerte des populations doit être réalisée au plus proche du risque. Et nous avons phosphoré qu'une équipe sur un drone d'alerte des populations, suite à ce drone médicalisé, drone défibrillateur, etc., qu'on largue à 5 mètres. On s'est dit, on va s'améliorer, on va faire un drone d'alerte des populations. Je ne sais pas si on arrive à le voir, mais pour ceux qui sont devant, ils peuvent peut-être le voir un petit peu. En tout cas, c'est un bel engin qu'on améliore avec aujourd'hui une technologie avancée. Bon, il date de 3 ans, 4 ans, on s'améliore avec du text-to-speech aujourd'hui, avec un dispositif text-to-speech. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en clair, vous êtes au poste de commandement, vous êtes dans une cellule de crise. Aujourd'hui, à Montpellier, 2014, inondation, les voies de communication coupées. Qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes à la salle de la mairie qui a déclenché son PCS, son plan communal de sauvegarde. Et aujourd'hui, grâce à ce dispositif qui vient pallier un petit peu au RNA, excusez-moi pour les acronymes, mais je les traduis au fur et à mesure, le réseau national d'alerte, les sirènes, le premier mercredi du mois. Il se trouve qu'aujourd'hui, pour différentes raisons qu'on ne développera pas maintenant, mais en tout cas, il faut savoir qu'il y a un besoin essentiel d'aviser, d'avertir urgemment la population afin qu'elle prenne rapidement des dispositions de sauvegarde, de mise à l'abri. La mise à l'abri, c'est 2 solutions opérationnelles. C'est 1, le confinement, ou 2, l'évacuation. En amont, vous avez un barrage. En aval, s'il y a une rupture, une vague, il faut évacuer en point haut. Si vous n'avez pas un dispositif d'alerte efficace, on court à la catastrophe. Ce mot est un petit peu galvaudé en ce moment, mais il se trouve que c'est un petit peu mon métier. Et il se trouve que j'arrive souvent sur des scènes opérationnelles majeures, sur 30, 40, 50 impliqués, avec des urgences absolues, des urgences relatives. Et donc, il faut aviser très rapidement la population qui n'a pas forcément tous les réflexes adéquats pour différentes raisons et qui doit nécessairement avoir les bonnes consignes par les autorités. Moi, lorsque le maire d'une commune me demande, dans mon poste de commandement, mon capitaine, qu'est-ce qu'on fait? On évacue, on confine la maison de retraite. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai 4 secondes avec mes abacs pour prendre la bonne décision. Évacuation, confinement. Donc, aujourd'hui, je reviens sur le drone d'alerte des populations. Aujourd'hui, grâce à un système très très simple de cartes son, on a fait ça avec des ingénieurs, on l'a amélioré, mais ce dispositif fonctionne. Le pire, c'est que ça marche. Voilà. Donc je ne veux pas être trop long, mais voilà, sur des dispositifs, les usages très simples, on a identifié des besoins non assouvis, c'est ce que tu disais, c'est ce que vous disiez, monsieur, tout à l'heure. Et donc, on a résolu une problématique. Il se trouve que parfois, sur le territoire de la métropole de Lyon, on a des IGH, des immeubles grande hauteur, des bâtiments industriels qu'on n'arrive pas à atteindre avec les grandes échelles, parce qu'une grande échelle, c'est 25, 24, 25, 30, 35, 34, 35, 40 mètres. 40 mètres de haut, vous savez, c'est haut, et on n'arrivera pas forcément à atteindre le 50e mètre. Qu'est-ce qu'on fait? On fait rien? Non, on ne va pas jouer la tour infernale. Donc, un drone extincteur, on a mis un extincteur, on a mis un dispositif mécanique, informatisé, électronique, et ça fonctionne. Et aujourd'hui, on largue aussi des boules extinctrices automatiques qu'on est en train de propulser aussi, donc verticalement et à l'horizontale, afin d'éteindre des incendies, des feux naissants, afin d'éviter des brasiers et afin d'éviter que les gens qui sont à l'intérieur brûlent tout simplement. Donc un besoin, un usage, une réponse. Au niveau du Corps mondial de secours, vous êtes venu avec un drone. Vous pouvez nous expliquer un peu comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il fait? Vous m'avez expliqué hier un petit peu, il est super intelligent en fait, ce petit drone-là. Alors chez nous, les
les besoins qu'on avait, c'était sur les différentes interventions qu'on peut faire, d'avoir un œil aérien, tout simplement, en image visible. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce drone-là qui correspond exactement à nos besoins. On a des problématiques d'encombrement, on a des problématiques de poids, puisqu'il faut qu'on aille sur les sites des différentes catastrophes naturelles rapidement, avec un minimum de bagages avec nous. Donc voilà, ce type d'appareil correspondait vraiment à ce qu'on avait besoin. Après, à quoi on s'en sert ? Quand on va arriver sur une zone de catastrophe naturelle, on va être affecté sur un chantier par les autorités, quelles qu'elles soient, locales. Et le premier besoin qu'on va avoir sur le site, c'est d'avoir un zonage, d'avoir une reconnaissance aérienne rapide pour répondre à 3 objectifs. Le premier objectif, c'est d'avoir une cartographie à l'instant T de la zone qu'on va distribuer à nos chefs d'équipe, aux chefs de mission, etc. Pour qu'ils puissent se repérer avec ce qui a changé. Alors, effectivement, il y a les images satellites qui peuvent exister et qui sont facilement accessibles quand on a accès à Internet ou autre, mais ce n'est pas la vue à l'instant T. Quand on arrive sur un séisme, il y a les immeubles qui sont tombés, la vision n'est plus du tout la même. C'est pour ça que cet instant T est important pour nous. Le deuxième objectif qu'on va avoir sur le tout début de l'intervention sur le chantier, ça va être la première reconnaissance aérienne. Et on va utiliser cette même image qui va être composée de différentes photos et réassemblée par la suite informatiquement. Sur cette image, on va pouvoir travailler sur informatique après pour avoir une vision des dangers persistants d'une part, des victimes éventuelles qu'on peut voir depuis l'aérien d'autre part, et puis peut-être établir une priorisation d'intervention des équipes en fonction des différentes zones, des différents dangers, avec tout un tas de critères. C'est de ne pas en fait déployer des équipes et les envoyer au casse-pipe. En fait. Et, dans un premier temps, non, ça va être une aide à la priorisation, effectivement. Alors, hier, vous me montriez un petit peu votre drone. Donc déjà, il est escamotable. On peut replier les ailes et tout ça. Vous me parliez aussi en dessous, il y a des capteurs qui lui permettent de prendre en mémoire le terrain duquel il a décollé pour réatterrir au même endroit. Enfin, expliquez-nous un peu mieux, parce que c'est vous le spécialiste. Voilà, donc techniquement, ce drone-là, il est doté d'une intelligence assez féroce au vu de la taille et au vu du poids. Quand on va le démarrer au sol, on va lui faire un décollage automatique. Il va reconnaître la zone sur laquelle il a décollé. Et après, on va l'envoyer en mission aérienne, donc soit en mission automatique, soit en mission manuelle, en fonction de ce qu'on veut avoir au final. Et puis, quand il va revenir à sa base, donc il va revenir automatiquement à sa base, et quand il va revenir au-dessus de sa base, il va reconnaître le terrain sur lequel il est parti, et il va, au fur et à mesure de sa descente, il va se recalibrer, il va se recaler sur la zone, et pour arriver avec une marge d'erreur de l'ordre de 20 cm sur la zone sur laquelle il a décollé. Et tout ça, c'est grâce effectivement aux capteurs qui sont en dessous. Et ces capteurs servent également d'évitement. Le pilote de drone ne peut pas tout voir. Et il y a des sécurités. Donc sur ce modèle-là, il y en a à l'avant et dessous, qui va lui éviter d'aller se décalquer contre un mur. Et voilà, c'est une aide au pilotage. Alors Stéphane Morelli, on l'a bien compris, les drones aujourd'hui c'est une réalité, et puis ça peut réellement aider tous les services de secours, mais néanmoins il y a des freins notamment législatifs. Alors on en est où aujourd'hui de la situation qui ne vous permet pas à tous au final de bien déployer toute cette flotte que vous avez? Oui, alors on parle souvent effectivement de la réglementation d'abord comme un frein. Alors je voudrais juste... Oui, c'est d'abord une sécurité, c'est ça que vous voulez dire. Je voudrais d'abord indiquer plusieurs choses. C'est que, en fait, c'est la réglementation qui a créé le marché en France. Avant,
avant la réglementation, il n'y avait pas de marché. En avril 2012, la Direction générale de l'aviation civile publie 2 arrêtés. Avril 2012. À la fin de l'année 2012, il y avait déjà plusieurs centaines de sociétés. Donc, qui veut dire que l'effet, le catalyseur du marché, c'est bien la réglementation. Après, bien évidemment, même si un drone comme celui-ci, qui fait à peu près 750 grammes, voilà, on peut dire que finalement, c'est pas très dangereux. Mais lancer à pleine vitesse dans la figure, ça fait mal. Et exactement. Tombant juste, s'il est en stationnaire, de 50 mètres sur la tête de quelqu'un, je pense que là, on a un vrai sujet. J'en suis sûr même. Donc, en fait, la réglementation, elle consiste à en fait, contenir le risque. 2 types de risques. Le premier risque, c'est qu'un drone percute un tiers, un véhicule, au sol. Et le deuxième risque, c'est ce qu'on appelle le fly-away, c'est-à-dire le drone qui s'en va dans l'atmosphère de manière incontrôlée et qui peut, à ce moment-là, créer une collision avec un autre usager de l'espace aérien. Et en ce moment, et depuis un certain temps, on a quand même des discussions assez denses avec les autres utilisateurs de l'espace aérien qui, eux, sont dans leur aéronef, donc qui sont très concernés par une éventuelle collision. Donc, en fait, la réglementation, que ce soit en France ou à l'étranger, elle contient ces risques en indiquant aux utilisateurs un certain nombre de limites d'emploi. Les limites d'emploi, les principales, c'est d'abord la hauteur maximale d'évolution. Donc ce type de drone ne peut pas évoluer au-dessus de 150 mètres de hauteur sol, ou d'altitude en fonction de là où vous êtes. Et puis la distance par rapport au télépilote. Donc on a un terme maintenant qui est inscrit dans la loi d'ailleurs, qui s'appelle télépilote. C'est un pilote, mais qui n'est pas à bord de son aéronef. Et à partir de ces 2 variantes, et vous rajoutez la masse de l'appareil, vous arrivez à caractériser le risque. Globalement, plus on vole loin avec un drone lourd et en volant haut, plus le risque est important. Et donc en France, la DGAC a publié 4 scénarios qui sont effectivement assez variables entre le fait que vous êtes aussi dans une zone peuplée ou non. Et en fait, grâce à ces 4 scénarios qui peuvent être assez bien calqués sur des usages, on a réussi à créer effectivement ce marché. Et en plus, cette réglementation a évolué. Et maintenant, en 2015, à la fin de l'année 2015, et maintenant, on est un petit peu face à une nouvelle réglementation qui va arriver en 2020-2021. C'est la réglementation européenne, puisque comme tous les pays ont réglementé chacun de son côté, on se retrouve avec une espèce de mosaïque de réglementation. Et quand on compare la réglementation française à toutes celles des pays européens, on peut se féliciter, puisque en Belgique, en Espagne, dans les Pays-Bas, en Italie, les usages sont beaucoup plus limités parce que en fait, la réglementation elle est beaucoup plus contraignante. À l'avenir, nous, industriels, on plaide pour qu'il y ait homogénéité, harmonisation des réglementations en Europe et qu'on puisse aller faire la même chose si on doit faire du secours en Allemagne, en Italie, en France. Et ce qui est intéressant avec cette réglementation, c'est que enfin, elle évolue très vite malgré tout. Pourquoi elle évolue très vite? C'est juste indispensable, parce que la technologie évolue très vite. Ce petit appareil, en fait, très rapidement, on voit qu'il est très fiable, il est stable au vent, il a des capteurs magnifiques, il ne coûte pas cher, faut juste pouvoir l'utiliser. Et peut-être aller un peu plus loin que les 150 mètres qu'on disait, ou peut-être un peu plus loin que les 100 mètres de distance par rapport au télépilote. Donc tout ça, plus on a d'usage, et plus on a de retour d'expérience, et plus on peut capitaliser en fait la gestion du risque lié à l'utilisation du drone, meilleur on est pour faire évoluer la réglementation. Philippe Chabou, sur cette question de la réglementation. J'aimerais rebondir sur le point précédent. La réglementation, effectivement, est là pour protéger à la fois, mais je ne veux pas paraphraser ce qu'a dit mon voisin, elle est malgré tout pour un pilote de petit DR400 de PA28 sur l'aéroport
de Lyon-Bron, effectivement, j'aurais aimé éviter de me trouver face à des engins de 2 kg qui sont des missiles, en fait. Donc la réglementation est essentielle aujourd'hui pour l'espace aérien, pour protéger le public, les usagers, les hélicoptères. Je discute beaucoup avec les pilotes, puisqu'on nous sommes en lien permanent sur la base de Lyon-Bron avec les pilotes de sécurité civile, et étant spécialisés dans les feux de forêt. Nous sommes avec des anciens pilotes de chasse, et je ne vous cache pas qu'ils ont quelques petites réticences. Donc on est en train de leur expliquer que la réglementation, la formation est essentielle, si tant est qu'il faille le préciser, n'est-ce pas? Elle est essentielle pour rendre encore plus performant le pilotage avec tous les dispositifs technologiques adéquats. J'aimerais parler par exemple des scénarios, des différents scénarios possibles. Il se trouve que pour surveiller des zones, on a développé sur un drone, on a mis un capteur RAD, on appelle ça un capteur risque radiologique, parce qu'aujourd'hui les réseaux de mesure sont effectués, encore je parle une fois d'usage opérationnel, pour la résilience sociétale. La population a droit d'être protégée, et nous avons le devoir de le faire. Et donc on a développé des dispositifs de réseaux de mesure sur des drones, on y a mis des capteurs, on travaille avec le CEA, etc., avec d'autres organismes privés et publics bien entendu, et il se trouve que, je suis désolé, j'ai pas de présentation, mais en tout cas, c'est un avion, on a des hélicoptères, et cet avion peut faire c'est un avion qui fait 2 mètres, hein, c'est un avion de chasse, hein, c'est quelque chose qui va à 160, 180, 200 km/h. Vous imaginez, face à un Airbus à 380, avec ses 400, 500, 700, 800 passagers, ça peut créer quelques petits troubles au réacteur. En clair, c'est un doux euphémisme pour vous dire que c'est juste une formule magique, mathématique, c'est un demi de MV au carré. Vous imaginez que ça peut faire vraiment du mal. Donc, nous, on doit absolument respecter la réglementation. Et sur certains scénarios, sur certains scénarios de vol, nous n'avons pas la possibilité, et je me tourne vers mon voisin, pour ce type de dispositif, de voler en France. Donc on a des partenariats dans des pays amis, étrangers, et nous faisons des échanges de coopération afin aussi de faire voler ce type de dispositif. Et certains théâtres d'opération, désolé pour ce mot, mais en tout cas, ces lieux où sévissent des catastrophes naturelles et technologiques, on parle de RTN, risque technologique et naturel majeur, on teste ce type de dispositif. Cependant, on ne fait pas n'importe quoi, c'est pas parce qu'il n'y a pas une réglementation plus assouplie ou voire quasi inexistante qu'on fait n'importe quoi, parce qu'il y a des vols transcontinentaux. Donc on ne fait vraiment pas n'importe quoi, et nous on protège nos avions avec des dispositifs vraiment ultra fiabilisés. Et voilà, en gros, sur ce dispositif-là. Au Corps mondial de secours, vous l'avez dit tout à l'heure, vous allez sur différents terrains à l'étranger. Comment vous vous adaptez en fait à chaque pays où vous allez, où forcément peut-être que la réglementation change à chaque coup? C'est peut-être un problème. Ouais, c'est vraiment une réelle difficulté pour nous en fait. La réglementation française, on la connaît. La réglementation des quelques pays qui sont autour de nous, on essaye de regarder un petit peu comment ça évolue et ce qui se passe, etc. La problématique, c'est qu'on peut être appelé sur une zone de catastrophe naturelle et avec un départ sous 24 heures. Et il faut la réelle difficulté pour nous au niveau de la réglementation, c'est de s'adapter à la réglementation du pays. Alors à la réglementation à l'année, et puis pour certains pays, il y a des réglementations particulières qui s'appliquent en cas de catastrophe naturelle. Et voilà, il faut arriver à avoir ces informations. Alors il existe une base de données qui se trouve sur Internet qui répertorie les différentes réglementations des différents pays. Sauf que c'est des bases de données qui sont souvent assez succinctes, et c'est une information qu'il faut creuser très très vite en fonction du pays dans lequel on intervient, et pour avoir les réponses tout de suite. Et la première réponse essentielle, c'est est-ce que oui ou non on peut engager ce drone dans ce pays, et dans quelles conditions.
Alors, la réglementation bouge quand même, les lignes bougent, puisque cet été, vous l'avez sûrement vu, à Biscarrosse, il y a eu une autorisation préfectorale pour le survol de la plage pour permettre à un drone qui a lâché donc, des bouées aux gens qui étaient potentiellement victimes de noyades. Donc, ça a été testé cet été. A priori, ça s'est bien passé. Donc, on voit quand même qu'il y a des efforts qui sont faits et c'est plutôt positif pour vous, du coup. Mais c'était sur une plage. Il y a moins de risques. On ne l'a pas testé en plein Paris non plus. Oui, en fait, je pense que les limites ne sont pas encore très figées. C'est pour ça que quand vous avez un bon usage, typiquement celui-ci, qui correspond à la résolution d'un certain nombre de problèmes qui sont récurrents. Je ne suis pas un spécialiste de secours en mer, mais je constate effectivement dans cette région de l'Atlantique Sud, on a des noyades assez récurrentes et que la surveillance de ces plages, c'est un vrai sujet. Ben là, on est pile poil, si vous me permettez le terme, dans le créneau du drone. Le drone qui fait des choses qui sont répétitives, qui sont parfois lassantes et qui sont parfois dangereuses. Donc tout ce qui est dans ce créneau-là, vous avez le potentiel pour des solutions drones. Je rajoute la rapidité d'intervention, parce qu'en se déplaçant à une vingtaine de mètres secondes, le drone ira plus vite que n'importe quel nageur ou même jet ski, le temps que le dispositif se mette en marche. Donc, en clair, on a trouvé un bon usage. Après, pour que ça marche, effectivement, il faut que l'usage soit autorisé. Donc, débat entre les autorités pour dire finalement quel est le risque. Et je sais que la Direction générale de l'aviation civile, le directeur lui-même a été sollicité par les élus locaux pour, on va dire, assouplir un peu la réglementation, puisque théoriquement, le drone ne peut pas survoler, on va dire, la foule, et en particulier, si vous avez un nombre important de baigneurs, ça n'est pas autorisé. Maintenant, il y a des solutions intelligentes, c'est de dire que, de toute façon, la foule, elle est concentrée à quelques dizaines de mètres du bord, et si vous réservez un canal, un créneau qui permet au drone de survoler personne, parce qu'effectivement, là, vous n'aurez pas de baigneurs, vous allez pouvoir faire la mission tout en bien gérant le risque, puisque à quelques dizaines de mètres, le drone pourra sortir de son canal et pourra secourir. Et après, il y a un troisième point sur lequel on n'a pas parlé encore, mais c'est le modèle économique. Oui, alors justement, j'allais y venir, effectivement. Si vous voulez lancer, allez-y. Alors moi, je lance juste la discussion. C'est que vous avez le bon usage, c'est celui qui fonctionne sur le plan technique et opérationnel, qui est autorisé, et puis qui fait gagner de l'argent à tout le monde. Le client comme le fournisseur. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on a un modèle économique du drone de secours qui n'est pas encore stabilisé. Parce que les secours, je ne suis pas un expert des secours, mais je constate que dans vos métiers, il y a un existant. Un existant qui sont des moyens au sol, des moyens aériens, des pratiques, des procédures. Donc le drone, aujourd'hui, il faut qu'il trouve sa place dans cet existant. Et le drone ne va pas remplacer du jour au lendemain l'existant à 100%. Donc, tant qu'on n'a pas défini le bon créneau dans lequel le drone aura la bonne application en étant autorisé et en faisant gagner de l'argent à tout le monde, éventuellement en épargnant des vies humaines de celles des secouristes et en gagnant du temps, eh ben on sera toujours dans cette marge de progression, mais d'incertitude. Et donc l'effet qu'il y a à obtenir, on va l'obtenir une fois qu'on aura fait des expérimentations. Je reviens sur ce que je disais au début. Si vous ne faites pas d'expérimentation, vous ne vous trompez pas, vous n'arrivez pas à calculer combien ça vous a coûté, combien vous avez finalement économisé de temps, et finalement, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, ou si c'est bien, comment on pourrait faire encore mieux, eh bien, vous êtes dans cette incertitude. Et là, je pense que tant qu'on n'aura pas fait un certain nombre d'expérimentations, on n'aura pas encore installer le drone avec tout son potentiel dans les métiers de secours. Philippe Chabot, alors, il est installé le drone ou pas encore dans les corporations? Il est en train de s'installer de plus en plus sur des usages très précis. J'aimerais juste rebondir sur effectivement le modèle économique, vous avez raison. J'aimerais juste donner un chiffre de l'hélicoptère de sécurité civile. On a un pilote, on a un copilote. Chez nous, sur la base, on a un médecin en plus. Il y a le kérosène.
Merci. C'est 2500 € heure minimum. Je ne parle pas après de l'intervention, elle a un coût astronomique. Donc nous, lorsqu'on fait déclencher à la base au centre de traitement d'alerte et centre opérationnel décisionnel, au centre opérationnel, on fait remonter au COGIC, peu importe cet acronyme, en tout cas c'est quoi? C'est le centre de crise au niveau de Beauvau. On a toute une procédure qui passe par l'état-major de zone et qui monte. C'est une demande d'autorisation, mais en quelques secondes, c'est fait. Donc c'est une procédure qui fonctionne très très bien. On nous demande, ça part très vite, mais ça coûte très cher aussi. Donc l'idée, c'est aussi de mettre en comparaison un drone, mais bon, ça prend du temps de rassurer les populations, ça prend du temps de rassurer les différents acteurs qui interviennent. Et puis même les vieux de la vieille dans chaque corporation. Exactement. Qui voient peut-être pas, qui voient venir œil. Un drone et qui disent mais non, nous on fait ça très bien depuis des années comme ça. Sauf que les dotations globales de fonctionnement, à la fois des mairies, je me tourne vers monsieur le maire, donc voilà, c'est assez compliqué, n'est-ce pas, avec des budgets très très serrés au niveau des ministères. Donc cette solution, elle permet aussi, ces solutions dronées, elles permettent droniser, elles permettent de faire aussi des économies, et c'est pas une antinomie, c'est pas antinomique de faire usage de ces drones, bien entendu, mais des usages complémentaires. On n'enlèvera jamais l'expertise. On a l'habitude de travailler avec ces pilotes qui ont une expérience marine avec des rafales marines, des gens extraordinaires. C'est des anciens pilotes de chasse qui évoluaient sur des théâtres d'opération incroyables. Donc ce que je veux dire, on a toujours besoin, moi j'ai fait des feux de forêt avec ces gens-là, c'est exceptionnel. Donc on est en train de faire du lobbying, de l'influence, de l'explication, de la pédagogie pour leur faire comprendre voilà, on évangélise tous, on va auprès de ces gens-là et on leur explique, on leur fait toucher le drone et on essaie de partager en vue de cet espace, en vue de peut-être de couloirs aériens, d'une réglementation peut-être plus pertinente, peut-être plus avec des formations encore plus fortes. Et j'aimerais juste, pour terminer juste sur ce point, rassurer, si tant est qu'il faille le faire, nous ne sommes pas des inconscients, les développeurs de drones ici, ceux qui s'intéressent pourront venir voir, mais vous avez 3 petites couleurs sur ce drone. En fait, ça s'appelle des parachutes. En fait, on en a équipé, on a un drone où on a 3 parachutes de déclenchement automatique. Vous pouvez confirmer ou infirmer, c'est 7,5 mètres secondes de chute et un déclenchement automatique s'il y a une perte de signal. Si on a une perte de signal du drone, sachez que les drones aujourd'hui sont sécurisés. Et je termine juste sur un point, sur le drone le drone défibrillateur, nous avons équipé le drone d'un airbag. Et on lâche aujourd'hui le drone avec un airbag à 5 mètres. Donc mon partenaire est ici, ça fonctionne, on n'a jamais cassé ni de drone, ni d'airbag, ni le défibrillateur à 2500, 3000 €, vous voyez. Donc il y a quand même des enjeux. Et donc voilà, et ça fonctionne. Et on essaye de densifier, de s'améliorer, de perfectionner les systèmes et avec les multiples partenaires et des scientifiques aussi qui nous aident bien. Voilà. Alors on parlait d'argent, je vais vous donner la parole, Joël Bonnemain, mais on parlait d'argent, c'est vrai que c'est compliqué d'intégrer une personne comme ça dans une corporation parce que il faut trouver la bonne personne, il faut la former, il faut acheter le drone, c'est un coût supplémentaire, mine de rien. Alors du coup, Joël Bonnemain, comment vous êtes vous arrivé en tant que responsable du drone au Corps mondial de secours? Est-ce que ça s'est fait facilement? Est-ce que vous avez pris votre place facilement dans l'organisation? Comment dire, comme je disais tout à l'heure, l'idée, c'était vraiment de répondre aux besoins. Pour moi, déjà, de façon basique, je suis persuadé que le drone ne remplacera jamais quelque équipe de secours que ce soit. Même si le drone peut aider les équipes de secours, en aucun cas on pourra dire cette équipe-là, on peut la mettre de côté puisque la machine peut le faire. Tout simplement parce qu'il y a des restrictions qui existent, des restrictions et techniques et météorologiques, tout simplement.
Certains drones ne peuvent pas voler au-delà d'un certain vent, sous la pluie, L'humain etc. sera toujours plus fiable, en fait. Voilà. De toute façon, l'intervention humaine, il faut toujours qu'elle soit présente, parce que cette machine, alors quelle qu'elle soit, peuvent ne pas pouvoir répondre aux besoins à un instant T. Dans le domaine du secours, l'important, c'est l'instant T. On ne peut pas dire « je reviendrai demain ». L'autre élément, donc nous, sur le modèle économique, nous, on ne gagne pas d'argent avec ça. On est bien clair. On ne peut pas, on n'a pas le droit déjà. Par contre, c'est vraiment un véritable couteau suisse pour nous, parce qu'il va, comme je commençais à le dire tout à l'heure, donner des informations aux équipes sur le terrain, et on intervient régulièrement sur des catastrophes naturelles de type séisme, où on a des désordres bâtimentaires sur des bâtiments qui sont plus ou moins hauts, qui sont plus ou moins stables, et sur lesquels on peut ne pas engager de personnel parce que c'est trop dangereux. En tout cas, pas avec les moyens qu'on a sur place. Et il va falloir faire venir d'autres moyens de sécurisation des équipes pour pouvoir les engager dans ces bâtiments. Et le drone va nous servir dans ce cas-là pour essayer d'analyser les différents désordres bâtimentaires, de déterminer les priorisations si on arrive à avoir des victimes qui sont encore présentes dans ces bâtiments qui sont instables, et pouvoir ainsi augmenter la sécurité des équipes qui sont engagées sur le terrain. Il y a un autre élément aussi, c'est la façon dont le drone est intégré à l'opérationnel, parce que ça peut être déstabilisant pour des équipes qui sont sur le terrain dans un stress, d'avoir un drone qui les survole. C'est quand même un nouvel élément, c'est un nouvel équipier à faire arriver dans la team, dans l'équipe. Philippe Chabou, vous, comment vous voyez justement cette intégration? Est-ce que c'est une vraie difficulté pour les gens de terrain d'avoir cette 6e, 7e, 8e main qui est là au-dessus et qu'il faut intégrer? Vous avez raison, mais il ne faut pas oublier que ce qui commande, c'est le terrain. Ce qui commande, c'est l'urgence, et l'urgence absolue. Sur un territoire comme la métropole de Lyon, c'est un dimensionnement de 100 000 interventions dans l'année, d'accord ? Sur le territoire français, c'est une intervention toutes les 7 secondes. Pour revenir à nous, ça représente à 265, 300, 400 interventions au jour, avec des montées à 560 lorsque ça bouge énormément. Donc aujourd'hui, effectivement, nos personnels, ce qu'ils veulent, c'est d'être efficaces sur le terrain. Et on fait de la pédagogie, on leur explique que c'est pour améliorer justement leur intervention. Aujourd'hui, sur un désordre bâtimentaire, en tant que responsable d'une cellule sauvetage déblaiement, aujourd'hui, lorsque vous intervenez sur un bâtiment qui a subi un désordre, et Lyon a déjà subi des désordres, n'est-ce pas ? Eh bien, grâce au drone, avec de la photogrammétrie, avec du scan 3D, un scan 3D, je rappelle juste que c'est de 900 000 à 1 million de points par seconde, avec sans faire de publicité, mais je veux dire, on a des dispositifs aujourd'hui de scan que tout le monde connaît, qui sont utilisés par les architectes. Nous, on allait voir des architectes, on a équipé ces drones avec ces appareils qui nous permettent de reconstituer à la fois virtuellement, et je vais répondre à la question, la scène, et on va pouvoir regarder effectivement l'ensemble des points, les modifications des structures. Et ça, c'est extrêmement important de l'analyser, puisque nous sommes tous préventionnistes. Tous les officiers à Lyon sont préventionnistes. Les prévisionnistes sont des analystes. Donc les pompiers sont extrêmement friands de nouvelles technologies et ils savent effectivement s'accaparer, dans le vrai sens du terme, toutes ces technologies qui peuvent améliorer leurs réponses, que ce soit de la thermographie, afin d'aller au plus proche de la scène et aller chercher des personnes ensevelies qui... Vous savez bien que le corps est à 37,2 plus ou moins 0,5 degrés, et donc ça dégage, n'est-ce pas, de la chaleur. On a une signature thermique, n'est-ce pas, entre autres. Et donc, voilà, les pompiers sont extrêmement, je l'ai dit tout à l'heure, friands de toutes ces technologies qui permettent d'améliorer la réponse opérationnelle pour la population.
Allez-y, si vous voulez, vous vouliez rajouter quelque chose, non pas... Allez-y, allez-y. Oui, alors deux éléments à ce stade de la conversation. Il y a aussi la perturbation directe des sauveteurs qui sont en train de travailler sur un chantier qui peut être engendré par la présence du drone au-dessus de leur tête. Donc nous, c'est tout nouveau pour nous. On a fait un test grandeur nature sur notre dernière manœuvre. Où on avait prévenu évidemment les sauveteurs qui allaient avoir un drone qui allait les survoler, mais on leur a donné aucune consigne. Et on s'aperçoit en fait que les sauveteurs ignorent le drone, même s'il est à quelques mètres au-dessus d'eux. Les sauveteurs l'ignorent complètement. Ils restent concentrés sur leur... Ils le regardent pour vérifier qu'il ne soit pas trop près, qu'il n'y ait pas de danger, etc. Mais ils jettent un coup d'œil rapide et... aussitôt, ça les perturbe aucunement dans leur travail. L'autre test qu'on a fait sur cette manœuvre-là, et qui est beaucoup plus délicate, c'est un test avec les équipes cynophiles. L'humain, ok, connaît le drone, mais comment réagit un chien sur une manip où il est en train de travailler à la recherche de victimes, à la présence d'un drone à 5 mètres au-dessus de lui, sachant que ça fait du bruit, ça fait du vent, etc. De façon identique, le chien continue son travail en ignorant complètement la machine. Alors, oui, allez-y. Pardon. Non, je vous en prie, continuez. Le deuxième élément qu'on peut donner au jour d'aujourd'hui, et là je vous rejoins pleinement, c'est qu'il y a beaucoup de structures, de GDIS notamment, qui mettent en place des drones en ayant simplement pour objectif de mettre en place les drones. Oui, pour suivre la mode en fait, c'est ça. L'idée pour la structure, c'est de dire le SDIS voisin, le SDIS d'une autre région, il a acheté son drone, il faut qu'on fasse pareil, donc peu importe. Philippe Chabou on sourit, achète le drone. on dirait qu'il en connaît. Oui, tout à fait, vous avez raison. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est complètement prendre le problème à l'envers. Et je suis intervenu également dans le SDIS de mon département pour leur expliquer la démarche qu'on avait eue au sein de notre ONG, qui était complètement inverse. Ce que je disais au tout début, c'est partir des besoins. Qu'est-ce qu'on veut réellement et vers quelle machine on s'oriente. Alors on va prendre un petit moment pour répondre à vos questions, pour si vous avez des interrogations ou des réflexions à faire sur ce sujet-là. Est-ce que quelqu'un veut prendre le micro avant que l'on amorce doucement la conclusion de cette conférence? Personne. Vous êtes sûr? Bon, je reviendrai tout à l'heure, alors c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Alors ce sera une des questions de conclusion. Qu'est-ce qu'on peut améliorer aujourd'hui techniquement? Qu'est-ce qu'on peut inventer encore en termes de drones pour être encore plus efficient? Ce sera quoi les drones de 2030? Qu'est-ce qu'on peut imaginer encore? J'aimerais juste apporter une réponse. Il y a eu des innovations assez intéressantes. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'aujourd'hui, on améliore à la fois le pilotage et aussi, à l'instar d'autres pilotes, c'est libérer les mains et avoir, par exemple, j'ai ici un petit dispositif qui permet d'assurer sur notre casque, c'est un EPI, c'est un équipement de protection individuelle, c'est une petite caméra qui se met sur le casque. D'accord. Qui permet d'avoir toutes les informations sur un bandeau lorsque vous n'êtes pas casqué, mais si vous êtes casqué avec le casque F1 ou d'autres marques, peu importe, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas de problématique. Ce dispositif vous permet d'avoir toutes les informations en temps réel, à la fois en termes de pilotage, en termes de données terrain, et vous permet de vous concentrer effectivement au pilotage, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué à la fois de piloter, de filmer, et vous savez que normalement on pilote, on filme, il y a 2 personnes. Donc voilà, c'est extrêmement compliqué. Les neurosciences nous l'ont prouvé, nous ont apporté tous ces éléments, et effectivement le cerveau arrive à bouillonner, voire même à avoir quelques petits problèmes. Donc en fait, ce dispositif vous permet d'avoir des données sécurité également. Ça s'appelle des mains libres tout simplement. Stéphane Morelli, le drone du futur. Oui, alors les axes d'amélioration, c'est d'abord augmenter l'endurance des drones.
Parce Oui, que le problème de batterie, c'est un gros problème du coup. quand vous n'avez plus de batterie, vous n'avez plus de batterie. Donc vous êtes obligé d'interrompre rapidement la mission. C'est combien actuellement? À peu près. Disons que maintenant, moyenne. pour les multirotors, on est entre 20 et 30 minutes, ce qui permet de faire plein de choses, mais ce qui ne permet pas d'assurer ce qu'on appelle la permanence, ou du moins, on va dire, une surveillance de longue durée. Alors, cela dépend bien évidemment de la technologie de propulsion que vous avez choisie. Si votre propulsion est thermique, vous pourrez déclencher des missions d'une durée de plusieurs heures. Azure Drone développe une solution que maintenant nous utilisons pour faire de la surveillance maritime. Bon, c'est un appareil qui fait 22 kg, 4,20 m d'envergure, un petit avion, il vole 10 heures. Voilà. Et ce qu'il propulse, c'est un moteur thermique. Pour autant, dans un certain nombre de cas... Ça n'arrête pas depuis cet après-midi, ils sont oui, très joueurs. On est dans le bon endroit. Dans un certain nombre de cas, il faut effectivement que l'endurance augmente et qu'on ait des moteurs électriques pour des raisons effectivement de simplicité, notamment de maintenance. Et les batteries, aujourd'hui, progressent, mais assez lentement. Donc, avec les piles à combustible, on devrait multiplier entre 3 et 6 l'endurance, ce qui là permettra de faire vraiment des missions de longue durée. Ce sera peut-être moins lourd aussi également? Alors, la pile à combustible a un poids qui va être à peu près sensiblement équivalent. Peut-être. Mais aujourd'hui, ça fonctionne. Sauf qu'une pile à combustible, ça vaut plusieurs milliers d'euros, donc c'est plus cher que le drone. Voilà, donc c'est ça qu'il faut justement industrialiser et généraliser. Donc le premier point, c'est effectivement rendre les missions plus longues, augmenter l'autonomie et l'endurance des drones. Le deuxième, c'est augmenter leur intelligence embarquée. Aujourd'hui, les drones sont équipés d'un certain nombre de capteurs qui les rendent, je ne dirais pas encore autonomes, mais malgré tout, qui leur permettent d'éviter un certain nombre de difficultés dans la navigation. Je reviens sur Azure Drone. Nous avons aussi une société, une filiale à Bordeaux, qui développe un drone qui est autonome quasiment, puisque sur une zone sensible, il sort d'une boîte de manière automatique, il va faire une levée de doute à quelques centaines ou à 1 km ou 2 km, et il revient se poser dans la boîte pour être rechargé et protégé des intempéries. Donc on est maintenant pas loin d'avoir des drones quasiment autonomes, ce qui pose d'ailleurs un problème pour la réglementation, puisque quand le drone est autonome, il faut chercher le responsable, je dirais la personne qui est juridiquement responsable, et ça pose un problème à la Direction générale de l'aviation civile. Les capteurs font des efforts, font des progrès énormes, et maintenant, avec certains capteurs, vous avez une information qui est géoréférencée. C'est-à-dire que vous avez une personne en détresse, vous arrivez à la localiser à quelques dizaines de centimètres près sur une carte, et bien sûr, vous transmettez l'information à des échelons d'intervention, et vous gagnez un temps considérable, puisqu'il n'y a pas d'interprétation là. C'est pour ça que quand on dit que l'être humain est plus fiable que le drone, il y a des fois, ce n'est pas vrai. Parce que le drone, lui, il n'est pas émotif. Quand il indique une position sur une carte, c'est la bonne. Et à partir de là, vous pouvez déduire effectivement de transférer ces informations, y compris les images et les cartes, sur des échelons distants et des échelons de décision, y compris de l'autre côté de la Terre. C'est ce que font les militaires américains. Maintenant, effectivement, il faut reconnaître que ça coûte encore très cher et qu'il faut développer justement ce modèle économique qui rend ça faisable pour des opérations donc acceptables pour les secours. Et le dernier point qu'on peut imaginer, c'est multiplier le nombre de drones. Donc, vous avez vu sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques quelque chose de magnifique. Donc, la société Intel a mis en œuvre une démonstration d'évolution de 1200 drones dans l'espace aérien, parfaitement coordonnés, tous illuminés au quart de seconde près. C'est magnifique. Et donc, on voit bien que l'intelligence artificielle du drone, elle peut être collaborative, répartie sur plusieurs milliers ou centaines d'exemplaires et donner des résultats, alors qui, pour le coup, là, étaient magnifiques et démonstratifs, mais aussi des résultats opérationnels, parce qu'un drone a un champ de vision relativement faible à l'instant T, et si vous êtes sur une très large zone,
il n'est pas du tout idiot de réfléchir à des concepts d'utilisation de plusieurs dizaines ou centaines de drones, mais coordonnés, et dont l'information qu'ils fournissent est également coordonnée, synthétisée sur un échelon de décision. Voilà, donc pour terminer, moi je pense que ce qui est intéressant dans ce métier, le métier que je pratique, c'est que l'imagination reste encore au pouvoir. Est-ce qu'il y a des questions ou des... Oui. Oui, bonjour. Alors ma question c'était, aujourd'hui les drones, ça sert surtout à faire de la reconnaissance. Est-ce que vous envisagez dans le futur d'avoir besoin de drones ou d'utiliser les drones pour d'autres missions que purement rechercher de l'information ou faire des états de situation? Allez-y, prenez le micro, lancez-vous. Les drones ont aujourd'hui une possibilité. Vous parliez d'imagination, Monsieur Morelli. Les seules limites, c'est notre imagination. Aujourd'hui, on parle de reconnaissance parce que c'est le cœur de notre métier. Donc c'est le cœur qui parle et les besoins sont là. Donc on est passionné et on développe toutes ces solutions. Sachez qu'on a parlé tout à l'heure de photogrammétrie, de scan 3D. Scan 3D, c'est bien pour votre maison, monsieur. C'est bien pour votre immeuble. C'est bien pour les bâtiments qui sont à proximité, pour faire gagner du temps. Faire gagner de l'argent. C'est aussi de la PTI, la protection du travailleur isolé. C'est sécuriser des missions le travailleur aujourd'hui qui monte, c'est du CHSCT. Aujourd'hui, on a énormément d'accidents sur le domaine de la construction. Aujourd'hui, ce drone peut apporter des charges. Je ne vous parlerai pas du drone qui transporte 1 tonne parce que vous n'allez pas me croire, mais aujourd'hui, j'ai un drone qui peut vous soulever, monsieur. Voilà, vous voyez, et donc aujourd'hui, il peut soulever des charges pour éviter de vous mettre en danger. Donc vous parliez de reconnaissance parce que c'est le cœur de nos activités, mais pas que. Voilà, donc oui pour les reconnaissances, oui pour l'évaluation thermique, oui pour l'évaluation densimétrie, mais pas que, voilà. D'autant qu'en Israël, notamment, il y a un jeune qui a développé un drone qui amène un défibrillateur. Il y a des drones qui lâchent des médicaments, des drones qui lâchent du sang. Enfin, maintenant, il y a plein d'applications. Ouais, moi, j'ai un petit exemple, typiquement dans le domaine de l'incendie. Nous avons développé un drone qui porte un générateur de fumée qui permet de tester les détecteurs de fumée. Lorsque vous êtes dans un immeuble qui comporte... comme la Bibliothèque nationale de France, 300 détecteurs, tous situés à 17 mètres de haut. La personne qui est chargée de tenir la perche, elle termine vite dans un état pas possible. On a inspecté les 300 détecteurs de la Bibliothèque nationale de France en 3 fois 2 heures. En 2 heures, vous inspectez 100 détecteurs, c'est-à-dire avec une méthode qui est certifiée. C'est-à-dire que vous garantissez à votre client que la procédure d'inspection, elle est conforme. Et là, il n'y a pas besoin, entre guillemets, du CNRS pour développer l'installation qu'on a conçue et qu'on a testée et qu'on a mise au point. Donc, encore une fois, c'est bien évidemment sur la reconnaissance que naturellement, je pense, les métiers de secours s'intéressent, mais il y a vraiment énormément d'autres usages, la logistique, le transport de charges, le transport d'outils. Et là, il faut juste réfléchir et imaginer. Allez-y. Pour répondre à la question propre à notre domaine d'activité, donc quand on a une autre problématique encore, s'il en fallait une, quand on est sur une catastrophe naturelle dans un pays où on n'a plus accès à rien, tous les vecteurs sont inexistants, nous on a une autre problématique, c'est que nos appareils doivent fonctionner. Et s'ils ne fonctionnent plus, c'est des appareils qui sont perdus pour nous, puisqu'on ne peut pas les faire réparer, voilà, on peut faire qu'avec les moyens qu'on a sur place. On ne peut rien faire d'autre. S'il y a besoin de changer ne serait-ce qu'une hélice à ce drone et qu'on ne l'a pas sur place, pour nous, le drone, il ne nous sert plus à rien sur cette mission. Et dans cette vision pragmatique, c'est pour ça qu'on s'est dirigé sur ce type d'appareil fermé et non pas un drone construit spécialement pour nous,
c'est qu'on peut facilement avoir un stock de pièces de rechange qui existe et qui existera tant que la marque les fabriquera. Et pour nous, ça, c'est très important. J'avais un deuxième élément, mais j'ai oublié. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Merci. Bonsoir messieurs. Juste au point de vue de la place de l'hélicoptère aujourd'hui, SAMU, sécurité civile, est-ce que vous pensez qu'un jour, justement, comme vous disiez, porter une personne ou quelque chose, est-ce qu'un jour, ça pourra remplacer pour certaines missions, ou du moins certaines, pas forcément toutes, mais au moins l'hélicoptère pourrait, le drone pourrait remplacer l'hélicoptère? Stéphane Morelli a dit oui. Moi j'ai l'intime conviction, et j'en parle d'autant plus librement qu'il y a 2 ans, j'y croyais pas du tout. En fait, on a vu se développer dans les différents salons de l'innovation, à peu près, maintenant il y a 3 constructeurs qui développent des drones de transport de personnes. Un constructeur allemand, Volocopter, un chinois, Ehang, et puis il y a Airbus. Je pense que si Airbus se lance dans cette aventure, c'est que probablement elle a un intérêt technologique, et industriel et économique. Donc, alors principalement, les applications visées, c'est d'abord le transport urbain pour éviter les bouchons, hein, tout simplement. Il y a des expérimentations, notamment de volocoptères à Dubaï, et ça commence à avancer. Alors, il y a des problèmes de certification importants pour garantir quand même que la personne qui monte ne signe pas son arrêt de mort. Mais on pense que d'ici quelques années, peut-être moins de 10, hein, on va avoir des véhicules autonomes, transporteurs de personnel, transportant du personnel. Et donc, forcément, qu'on va développer des applications diversifiées qui vont permettre, à mon sens, d'aller chercher des personnes en danger dans les montagnes, au-dessus de la mer, et peut-être dans des conditions où on ne voudrait pas engager un hélicoptère ou avec un pilote et une équipe à bord, et avec, à ce moment-là, forcément, des adaptations par rapport au modèle de transport urbain. Mais donc, il y a 2 ans, j'y croyais pas, et maintenant, j'y crois beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on conclue? Comme vous l'entendez, c'est la fin du salon, donc les exposants se lâchent un petit peu. Non, on a fait le tour. Pas d'autres questions, pas d'autres interrogations. Bon, écoutez, merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Merci on peut les applaudir pour leur présence. Vous restez là peut-être 5 minutes. Si vous avez des questions particulières à leur poser, ils ne partent pas tout de suite, ils sont là pour vous. En tout cas, merci d'avoir été là.